Nous accueillons Stéphane Paris. Bonjour Stéphane. Bonjour Anne-Laure. Vous êtes gérant de fonds chez Promépar, une société de gestion du groupe BRED, Banque Populaire. Alors, quel premier bilan tiré de ce premier mois 2018 sur les marchés financiers? Est-ce qu'on peut parler d'une bulle sur le marché des actions ou pas? D'après la présidente sortante de la Fed, il n'y a pas bulle à Wall Street. Alors déjà pour schématiser, je dirais que le mois de janvier, sur le mois de janvier 2018, on a retrouvé les grandes tendances globalement par rapport à l'année 2017, des marchés actions qui sont très bien orientés, alors avec en plus une gradation assez forte, assez marquée entre les marchés émergents, les marchés actions américains et les marchés en Europe. Alors c'est vrai qu'on a eu une petite baisse depuis le milieu de la semaine dernière, mais on reste, on va dire, autour de l'équilibre sur les marchés actions européens et on reste plutôt dans le territoire positif pour les marchés actions américains et émergents. Alors, est-ce qu'on peut parler de bulle? Alors, le terme bulle, en fait, pour moi, il signifie vraiment une déconnexion entre le niveau de valorisation des actifs, qu'ils soient financiers ou même immobiliers, et puis les fondamentaux macro et microéconomiques. Donc il faut bien garder à l'esprit qu'aujourd'hui on a donc une croissance mondiale qui est forte, qui a même tendance à accélérer et à surprendre les instituts tels que le FMI et le OCDE qui ont passé une partie de l'année 2017 à courir après les chiffres et à les revoir à la hausse. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Alors c'est vrai, donc autant en profiter. On a également donc des profits des entreprises qui continuent d'être bien orientés avec des progressions selon les zones entre plus 8 et plus 12%. C'était déjà le cas en 2017, ils sont également revus à la hausse. Et puis on a quand même un risque politique qui a largement diminué. Donc on ne parle plus aujourd'hui autant de risque d'implosion de la zone euro pour mentionner que celui-ci. Donc ce qui fait que en relatif, c'est vrai que par rapport aux moyennes historiques, on est sur des niveaux de valorisation qui sont plutôt élevés, mais ça peut se justifier. Il faut quand même garder à l'esprit que ça peut être un élément discriminant dans le choix des investissements. Pour faire simple, mais vraiment pour caricaturer, aujourd'hui, il vaut peut-être mieux s'intéresser à des valeurs style les banques, par exemple, ou du Saint-Gobain ou du Renault, plutôt que du L'Oréal ou du Essilor, qui justifient peut-être plus leur niveau de cherté. De valorisation. D'accord. Et sur le marché d'échange, que pensez-vous de l'envolée de l'euro qui a quand même franchi, mais qui n'y est pas resté, la barre des 1,25 $? Oui, alors c'est vrai que là aussi on a eu un peu la même tendance qu'en 2017 avec la hausse de l'euro, qui nous parle forcément à nous en tant qu'Européens, mais plus fondamentalement c'est aussi la baisse du dollar face à un panier de devises mondiales, européennes ou même émergentes. Alors finalement on revient à peu près à des niveaux d'équilibre historique, on n'est pas si loin que ça des niveaux d'introduction de l'euro il y a pratiquement une vingtaine d'années maintenant. On est aussi à peu près sur les niveaux estimés selon les économistes de la fameuse parité pouvoir d'achat. Donc il n'y a pas forcément péril en la demeure sur ce point-là, sachant aussi que au niveau des échanges commerciaux des pays de la zone, de l'Union européenne, à peu près les 2/3 des échanges se font intra-zone. Donc ça a un impact, mais qui reste quand même limité. Alors après, il faut évidemment regarder plus en détail en fonction des valeurs, et là encore, ça peut être un élément discriminant en 2018 pour choisir ses investissements. D'accord, mais on parle beaucoup, là je fais une aparté, on parle beaucoup des sociétés européennes exportatrices qui pourraient être pénalisées par cet euro fort, mais ces sociétés, elles sont couvertes contre ce risque? Alors absolument, certaines en tout cas sont couvertes, et puis il peut y avoir des effets un peu d'annulation entre la partie, ce qu'on appelle la top line, qui est liée finalement au chiffre d'affaires, et puis à des effets secondaires un peu plus dans le bas du compte de résultat. Mais effectivement, ces entreprises ont tendance à se couvrir. Après, si effectivement on a une tendance à la baisse, un prolongement de la baisse du dollar face à l'euro, mécaniquement ces couvertures vont être moins efficaces. En tout cas, c'est le risque qu'on peut entrevoir. On peut faire un petit point sur les marchés des matières premières, peut-être, pour janvier 2018? Alors, janvier 2018, effectivement, on a eu un peu la même tendance, que ce soit par exemple sur les matières premières au sens large, le pétrole étant un peu l'élément le plus connu. On a déjà eu un fort rebond du pétrole en 2017, avec un doublement quasiment sur les 12 mois de l'année. Là, depuis le début de l'année, le pétrole progresse également de manière assez sensible. On voit la même chose, par exemple, sur quelque chose qui n'a absolument rien à voir, tel que l'or, pour des raisons qui sont plus difficiles à expliquer. Donc c'est cette tendance, effectivement, de 2017 se prolonge pour l'instant sur 2018. L'euphorie ambiante. Et alors, qu'est-ce qui diffère par rapport à 2017 aujourd'hui? Parce qu'on a parlé de tout sauf du marché des taux, donc j'imagine que c'est là que le bas blesse, peut-être? Oui, alors en termes d'éléments nouveaux sur ce début d'année, je passe assez rapidement sur le caractère assez anecdotique de ce qui se passe sur le Bitcoin, qui avait fait un
rallye extraordinaire en 2017 et puis là qui a déjà perdu pratiquement la moitié de sa valeur. Donc c'est pas forcément très surprenant, mais le vrai mouvement intéressant à suivre pour les investisseurs aujourd'hui, c'est ce qui se passe sur les marchés obligataires, que ce soit aux États-Unis ou sur les marchés cœur de la zone euro, Allemagne ou France, où les taux longs se sont fortement tendus au mois de janvier d'un peu plus de 40 points de base, donc ça c'est pas neutre. Donc il va falloir également tenir compte dans les investissements en 2018. Est-ce que vous pensez que la Fed va augmenter ses taux? On dit, le marché s'attend à 4 relèvements des taux en 2018. Alors ça c'est assez nouveau parce que finalement quand on regarde à l'automne dernier, la Fed avait au moins le mérite d'avoir une communication qui était stable et qui était très, très transparente. Et de ce qu'on appelle les dot plots, c'est-à-dire la Fed communiquait sur 3 hausses de taux prévues en 2018. Et quand on regardait dans les prévisions des économistes, eux disaient oui, le discours, on va dire, assez positif de la Fed, il est bien joli, mais on pense que vu l'inflation qui reste relativement contenue, elle n'aura pas les moyens d'en faire 3 et on sera plutôt à 2. Ah oui. Et puis progressivement, on commence à penser que 3, ça paraît jouable. Et puis depuis vraiment quelques jours, oui, certains commencent à exagérer de l'autre côté en disant il pourrait peut-être même en passer 4. Bon, je pense que là-dessus, la Fed communique de manière vraiment très pragmatique et très propre. Donc pour l'instant, ils sont toujours sur 3 hausses de taux. Alors celle du mois de mars, elle est quasiment acquise. Quand on regarde les probabilités au niveau du marché, on est à peu près 99%. Et oui, probablement que la Fed va augmenter ses taux dès le mois de mars. Parce que le changement à la présidence de la Fed, avec l'arrivée de Jérôme Powell, ça pourrait changer la donne ou pas du tout? On est dans la continuité On est vraiment dans la continuité. Jérôme Powell est gouverneur de la Fed depuis 2012. Donc il a l'habitude de travailler aux côtés de Janet Yellen. Il a vraiment appuyé toutes ses décisions à la fois dans le soutien de la politique monétaire et puis dans sa normalisation progressive depuis quelques temps. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Et alors quel serait l'impact d'un resserrement monétaire sur Wall Street? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, si la Fed remonte ses taux, c'est parce que, c'est plutôt un signe encourageant par rapport à l'économie. Oui. Aujourd'hui, on a une croissance d'environ 2% aux États-Unis, une inflation qui est en train de tangenter également 2%, un marché de l'emploi qui reste très dynamique, un taux de chômage est à 4,1, donc on peut même presque parler de tension. On a vu exactement les salaires qui enfin semblent décoller, puisqu'ils étaient en progression de plus de 9 en rythme annuel vendredi dernier, alors qu'ils avaient plutôt tendance à être à 2,5 précédemment. Donc ça semble accélérer. Donc finalement, si la Fed normalise ses taux, aujourd'hui la fourchette des taux directeurs, elle est de 1,25 à 1,50. Donc avec une inflation à 2 et une croissance à 2, ça paraît être une anomalie. Donc c'est juste un processus de normalisation finalement qui est en train de se mettre en place. Donc en soi, c'est un message positif et donc ça doit être plutôt bien pris dans les grandes largeurs par les marchés. Alors après, c'est vrai qu'on est quand même dans un changement de régime. Les investisseurs ont un peu pris l'habitude d'être perfusés à la drogue banque centrale. Je me souviens, il n'y a encore pas si longtemps que ça, on était assez marqué par le côté un peu schizophrène des marchés, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait une bonne nouvelle sur les marchés, finalement les actions progressaient. Et puis lorsqu'on avait une mauvaise nouvelle, finalement on se disait oui c'est une mauvaise nouvelle, mais comme derrière ça va inciter les banques centrales à rester accommodantes peut-être plus longtemps que ce qu'on espérait, l'argent va rester peu cher et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, je pense qu'il va y avoir un changement d'état d'esprit, c'est un changement de régime. On va arrêter de voir des bonnes nouvelles tout le temps. Voilà, donc en fait on va avoir peut-être un peu plus de volatilité, oui. Ça c'est certain, donc les investisseurs vont apprendre à travailler un peu plus sans filet, et puis ça va aussi générer probablement des rotations sectorielles, donc il va y avoir une discrimination plus forte entre les secteurs, tout ne va pas monter au même rythme cette année. Vous pensez qu'il pourrait y avoir des arbitrages, actions-obligations? Alors, dans une certaine mesure, mais en fait les obligations, ça reste quand même des valeurs incontournables pour certains acteurs, des très gros acteurs, que ce soit les banques en particulier, pour des raisons réglementaires, ou les assureurs, ou même certains fonds de pension. En revanche, ces investisseurs qui sont massivement investis sur les obligations, il y a fort à parier qu'ils sont en train de se couvrir s'ils ne l'ont pas déjà fait. En revanche, les arbitrages, on les verra sans doute plus au sein de la classe action, puisque en fait, on va avoir des arbitrages sectoriels qu'on voit déjà depuis le début de l'année entre les sociétés qui subissent finalement cette hausse des taux parce qu'en fait, elles sont assez lourdement endettées, donc on pense assez naturellement aux télécoms, aux utilities et peut-être à tort ou à raison à l'immobilier, et puis celles qui résistent mieux, voire qui en profitent, comme par exemple les banques, puisque la hausse des taux est plutôt en général positif pour la marge nette d'intérêt. C'est d'ailleurs le secteur à Paris qui surperforme le plus depuis le début de l'année. Exactement.
On peut faire un petit point maintenant sur vos recommandations d'allocation d'actifs? Avec plaisir. Donc, en fait, dans ce contexte-là, voilà, donc nous, on part du bilan que la croissance est forte, les profits sont bien orientés, le risque politique, encore une fois, est bien contenu. Donc, on est favorable aux actifs risqués. En premier lieu, les actions, bien évidemment. Donc, en privilégiant les actions européennes et émergentes, où le potentiel nous paraît plus important. On reste positif également sur les marchés actions américains, mais avec on va dire ce double enjeu qui est le niveau de valorisation un peu plus élevé et puis la hausse des taux qui est un peu plus présente effectivement aux États-Unis. Du côté obligataire, par rapport à ce que j'ai indiqué tout à l'heure, on est très prudent par rapport au risque lié à la duration des actifs et puis à la cherté. On parlait tout à l'heure, selon moi, il n'y a pas forcément de bulle sur les marchés actions. En revanche, on peut probablement parler d'une bulle sur les marchés obligataires, en tout cas une partie du marché obligataire, à savoir les emprunts d'État, notamment cœur de la zone euro. Donc on a tendance à rester à l'écart des emprunts d'État zone euro et même de tout ce qui est investment grade qui se paye très cher, notamment à cause de la politique monétaire de la BCE. Mais il y a encore, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain sur les marchés obligataires. Il y a encore des potentiels, notamment sur les marchés émergents, sur le high yield et puis surtout sur tout ce qui est financière subordonnée, puisque dans une certaine mesure, en fait, encore une fois, la hausse des taux est plutôt facteur de gains en termes de marge pour ces acteurs-là et donc de solvabilité à long terme. Très bien. Merci beaucoup Stéphane Paris, gérant chez Prémépar. Merci pour votre analyse et votre recommandation. Merci Anna.